19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 10 septembre 2025. À Niamey, dans nos différents marchés, l'igname, la patate douce et autres tubercules occupent une place de choix dans l'alimentation des Nigériens. Les tubercules ne sont pas donc une simple racine enfouie dans la terre, mais plutôt un régal pour les consommateurs. C'est dans ce reportage signé Amsatou Iliassou et Sadou Doumi. Igname, patates douces et autres maniocs sont des tubercules qui inondent les différents marchés de la capitale en cette période dite de soudure. Une période qui correspond à la récolte de ces tubercules dans leurs différentes zones de production, ravitaillant les marchés de la place. L'igname et la patate douce proviennent de divers horizons. Le seul souci est la fermeture de la frontière qui constitue un véritable problème. Nous prenons le sac d'igname à 60 000 francs et le sac de la patate douce à 50 000 francs. Ces tubercules qui sont beaucoup consommés par la population ne sont cependant pas accessibles à toutes les bourses. Même pour certains consommateurs, les prix sont acceptables. Je suis venu acheter ici parce que ces revendeurs-ci est moins cher. La patate douce coûte vraiment cher ces derniers temps. Nous espérons vraiment une réduction des prix car nous avons des difficultés à payer nos aliments. Parfois les prix montent, parfois ils baissent. Mais pour cette année, nous rencontrons des difficultés face à la montée des prix. Quoi qu'il en soit, force est de constater que ces tubercules, faisant partie des habitudes alimentaires des Nigériens, constituent une véritable richesse gastronomique dans les assiettes de nombreuses familles. En cette saison de pluie, on assiste malheureusement à la situation de détresse causée par des fortes pluies qui tombent. Face à cette situation, quel comportement il faut adopter devant un cas d'urgence? Réponse avec le directeur général du service d'aide médicale d'urgence, Sami, Dr Ila Alassane. Quand vous êtes en face d'une situation d'urgence, ce qu'il faut d'abord savoir à faire en premier lieu, c'est d'abord essayer de savoir ce qui se passe. Essayez de faire un diagnostic selon votre compréhension de la détresse effectivement du malade. Donc appelez, vous lancez ce qu'on appelle l'alerte. Et en quoi consiste effectivement l'alerte? Elle consiste bien entendu à appeler le 15, qui est le centre d'appel qui est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 1 franc pour appeler le SAMU. Donc quel qu'il soit l'opérateur, quel qu'il soit le numéro, appeler le 15, c'est effectivement gratuit. Maintenant, en faisant effectivement cet appel, il peut arriver que vous soyez mis en attente. Parce qu'il y a un flux souvent d'appels où il faut forcément insister effectivement pour avoir un opérateur sur place. Donc maintenant, une fois qu'on décroche effectivement votre appel, on va vous demander un certain nombre de questions par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'endroit, parce que c'est important aussi de savoir. Nous, on cherche à savoir la localisation du malade, parce que vous avez appelé, il faut qu'on sache d'où est-ce que l'appel vient. Comment faire effectivement pour essayer de canaliser le premier témoin qui est là, parce qu'il y a des urgences. Si le premier témoin ne fait rien, donc même si on vient effectivement, on peut ne trouver que des cadavres. Donc par conséquent, le premier appelant, le premier témoin est extrêmement important dans la gestion d'une urgence. Donc c'est pour ça on demande effectivement le plus souvent à l'appelant, en tout cas d'écouter bien, de regarder ce qui se passe et de suivre et respecter les consignes du médecin régulateur. Le plus souvent, les gens qui souvent n'ont pas compris, dès qu'ils voient un accident, ils s'arrêtent, ils appellent le SAMU, mais après ils s'en aillent. Et les parades, par exemple, le SAMU peut aller, il peut effectivement ne pas trouver la personne, parce que c'est lui qui a appelé, il a déjà quitté le lieu, ce qui n'est pas normal. Donc quand vous appelez, vous prenez vraiment la peine d'appeler, il faut aller jusqu'au bout. Parce que le secours, c'est une chaîne. Ça part effectivement de l'appel jusqu'à, si vous voulez, l'évacuation du malade. Ça veut dire que c'est lui qui appelle, il doit rester sur place jusqu'à ce que le SAMU soit là. Et enfin, il peut après effectivement repartir. Donc, il y a effectivement ces difficultés qu'on a. Souvent, les premiers témoins sont extrêmement importants, en tout cas dans la chaîne de la prise en charge. Parce qu'il y a des gestes où il y a des détresses. Si le premier témoin ne fait rien,
Donc on peut pas sauver les malades. Donc par conséquent, ceux qui sont là et qui pensent que c'est bien d'appeler et qui l'ont appelé, je pense que c'est nécessaire effectivement qu'ils restent là jusqu'à ce que effectivement, si vous voulez, le SAMU soit là. Ils ont préféré exercer des activités qui leur génèrent des ressources pour que de profiter de leur situation de handicap physique. Pour quémander, ce sont les personnes handicapées qui confectionnent des chaises, des ballons et plusieurs autres articles pour mener leur vie. Awaou Ousmane Abdou, elle est stagiaire, et Aboubakar Souley pour le reportage. À Niamey, dans le quartier Yantala, un petit atelier d'artisans attire l'attention. Des chaises, des ballons et divers objets y sont confectionnés. Des personnes vivant avec un handicap s'adonnent ainsi à des activités génératrices de revenus, AGR, une voie vers la dignité et l'autonomie. Ces métiers manuels leur permettent une insertion socio-économique, malgré des conditions souvent précaires. Nous remercions Dieu parce qu'on ne peut pas dire qu'à cause de notre handicap, on ne peut pas travailler. Et on arrive à subvenir à notre besoin. Et d'autres savent faire le travail, mais pour manque de moyens, ils n'arrivent pas à l'exercer. Depuis 2010 qu'on a commencé le travail là, on est en train de travailler ça. Le 16 qu'on est en train de faire là, vraiment c'est bon. Vraiment c'est bon. Si tu es en train de rester à la maison, c'est pas bon. Mais il faut venir travailler. Tu vas gagner quelque chose, après tu vas nourrir ta famille, et les trucs comme ça quoi. On fait ballon, 16, ceinture, filet, tout ça on fait ça ici. Les jeunes, j'ai plusieurs jeunes qu'on a formés ici. Alors c'est plusieurs jeunes qui sont venus, on a formé tout. Ils sont apprendre à tisser, ils sont bien travaillés. On a libéré les autres sont là en train de travailler. Longtemps perçus comme des personnes à assister, ces artisans montrent une autre réalité, celle d'hommes capables, résilients et productifs. Pour eux, le travail est aussi une façon de se faire respecter. Je voudrais à ce que les jeunes qui restent à la maison viennent apprendre, c'est mieux que de rester à la maison. Nous voulons qu'on achète nos ballons parce qu'on les fabrique pour les jeunes et l'État n'a qu'à financer notre travail. Je suis dans cette activité depuis près de 10 à 15 ans. L'État peut nous aider. Voilà, parce qu'ici, l'État même, il sait comment on dit, ça ne va pas. Donc l'État n'a qu'à aller nous aider, puisque nous n'avons qu'à évoluer un peu. On est en train de faire les ballons, les 16, l'État ne vient pas pour acheter pour nous, l'État n'aide pas pour nous, donc c'est pas bon. L'État n'a qu'à nous aider pour que nous évoluions. Après les gens qui sont à la maison, ils voient que vraiment l'État est en train de... Ces AGR ne sont pas seulement des moyens de survie, mais aussi et surtout des leviers d'inclusion sociale et économique. Ces produits sont très appréciés par la clientèle. Parlons à présent des chaussures en cuir made in Niger, des chaussures de plusieurs modèles confectionnés par des talentueux artisans nigériens. Selfos note, les clients se font rares face à une grande importation des chaussures. Ismaël Moumouni, Boubacar Souley. Elles sont de toutes sortes et de tous modèles. Ces chaussures en cuir sont fabriquées sur place au Niger par les talentueux artisans. Aussitôt confectionnées, les revendeurs s'en procurent pour les mettre sur les marchés. Je fais une chaussure en cuir pour vendre avec les gens. Le travail de la main là, c'est pas compter combien tu vas trouver. S'il y a beaucoup de clients là, vraiment tu vas gagner beaucoup. Tu vas gagner beaucoup.
Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de clients, peut-être 100 000, 200 comme ça, 150, tout tu vas gagner par mois. Oui, mais il y a les jours qu'il y a beaucoup de clients, même 500 000 tu vas gagner par mois. Il y a des bénéfices aussi. On a des pour cuire, on a des ceux qui n'ont pas cuire. Bon, on a fait un peu de temps, mais on n'a pas duré ici. Actuellement, c'est plus bon qu'avant. Je peux gagner 25 000, 30 000 comme ça parfois. Et parfois, tu sais, les commerces, parfois, je ne peux même pas gagner. Ces chaussures en cuir font la fierté du Niger et des Nigériens car elles sont exportées au-delà des frontières. Les chaussures en cuir là, d'abord c'est l'artisanat africain, c'est des gens qui fabriquent localement. Et pour moi, en fait, c'est une façon d'encourager les personnes qui fabriquent ce genre de chaussures là. Et surtout, il y a le côté original également qui me fait plaisir et c'est pour ça que je choisis de venir en fait prendre les chaussures ici, en tout cas les produits locaux ici. Pour les prix, je peux dire, dans la réalité, je trouve que c'est abordable parce que quand on regarde un peu la façon dont les gens mettent en tout cas les moyens pour pouvoir réaliser ça, on dit, par exemple, on parle de propriété intellectuelle. Voilà, ça veut dire en fait c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont produit quelque chose et je trouve que le prix il est abordable. Voilà, peut-être même que ça peut être plus, mais comme c'est une histoire de moyens, c'est pour ça que voilà, on négocie souvent au rabais, mais on sait que c'est vraiment des gens qui ont vraiment travaillé, qui ont imaginé des choses pour sortir ces produits-là. C'est sur synthétique et en cuir, ça permet de se protéger au moins s'il y a des objets qui peuvent on peut porter ça pour ne pas être blessé, quoi. Aussi, ça dépend aussi de l'habillement. Ça protège, mais c'est en fonction de l'habillement, on choisit les chaussures aussi. Mais je porte les deux. Bon, les prix en cuir, c'est souvent un peu cher. Et les chaussures synthétiques, bon, c'est pas trop cher quand même. Malgré la concurrence sur le marché, aussi inondée par les chaussures en matière synthétisée, importées, les chaussures en cuir fabriquées par les Nigériens gardent leur place au sein de la communauté nigérienne. Voilà, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite des exceptions de procédure. Un sujet traité par Alfred Gobagé, juriste président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Dans le cadre de la procédure en justice, le Code de procédure civile a aménagé un certain nombre de droits pour les parties, notamment ce qu'on appelle les moyens de défense. Parce que quand on vous assigne en justice, ou bien quand un adversaire porte une cause devant la justice, vous avez le droit à la défense. Et le droit à la défense vous permet de résister face à une action qui a été engagée contre vous. Et parmi les moyens de défense, nous avons ce que le Code de procédure civile a appelé les exceptions de procédure. Et au terme de l'article 115 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. Les exceptions de procédure sont, le cite, l'exception de caution à fournir par les étrangers, les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est-à-dire, avant de rentrer au fond de l'affaire, les parties peuvent soulever d'autres moyens de défense. C'est-à-dire, ici, celui qui soulève une exception de procédure, il ne permet même pas au juge de toucher le fond de l'affaire. Exemple, vous êtes poursuivi pour vol. Le juge est appelé à examiner ce dossier contre vous. L'exception de procédure vous amène à déclarer la procédure qui a été engagée contre vous irrégulière, ou bien à montrer que la procédure est éteinte, ou bien
à chercher à ce que cette procédure soit suspendue. Donc vous voyez ici, c'est un moyen qui permet à une partie de suspendre la procédure ou de bloquer l'action. C'est un moyen de défense. Avant même que le juge, vous ne donnez même pas la possibilité au juge d'aller au fond de l'affaire pour traiter de ce qui est reproché contre vous. C'est ça les exceptions de procédure. Et parmi ces exceptions de procédure, nous avons plusieurs types. Notamment, l'exception de caution à fournir par les étrangers. C'est ce qu'on appelle communément l'exception de caution judicatum solvi. Cette caution veut dire quoi? Vous savez, dans un procès, vous pouvez avoir plusieurs parties. Vous pouvez avoir des nationaux, tout comme des étrangers. Un étranger peut engager une action en justice au Niger contre un Nigérien. Maintenant, la loi a prévu que si un étranger a assigné un Nigérien ou a porté une affaire, une prétention devant un juge contre un Nigérien, eh bien cet étranger est obligé de fournir une caution. Cette caution sert de garantie pour le citoyen nigérien. Parce qu'il n'est pas dit forcément qu'il aura raison, parce que le juge n'a pas encore examiné le dossier. Il se peut que c'est à tort qu'il ait saisi la justice. Et si cette action porte préjudice aux Nigériens, il faudrait qu'elle soit réparée. Donc c'est pour cette raison que la caution judicatum solvi est prévue. Et en fait, ce n'est pas une pratique ou bien une caution qui est prévue ici seulement au Niger. Un peu partout dans les différents pays, cette caution est prévue. Vous allez dans un autre pays, un étranger qui saisit la justice contre un national, donc la loi oblige l'étranger en question à fournir une caution pour pouvoir garantir le national contre les préjudices que cette décision peut, ou bien cette action en justice peut lui causer. Donc c'est un principe de droit qui est appliqué partout dans les différents pays. Donc ce n'est pas seulement au Niger. Alors, donc cette caution-là permet tout simplement à un citoyen nigérien qui est engagé dans un procès contre un étranger de dire au juge: monsieur le juge, je suis d'accord avec l'action engagée contre moi, mais je demande, avant que cette cause soit engagée, ou bien avant que vous étudiez le fond du dossier, je demande, conformément à l'article 115 du Code de procédure civile, que l'étranger en question puisse verser une caution, la caution judicatum solvi, qui puisse me garantir ou bien me protéger contre les préjudices que je peux subir dans le cadre de ce dossier. Parce qu'il se peut qu'il soit débouté. Parce que le juge doit examiner le dossier pour dire cette présomption mal ou fondée en droit. On n'a pas encore l'issue de la procédure, on ne sait pas quelle décision va rendre. Donc pour protéger les intérêts de partie, le droit ouvre la partie à chaque citoyen de soulever l'exception de judicatum solvi, l'exception de caution à fournir par les étrangers. Maintenant, si l'étranger en question consigne la caution, eh bien la procédure peut continuer. Donc vous voyez ici, c'est un moyen de défense qui permet déjà, avant d'aller au fond de l'affaire, d'empêcher même son traitement tant que cette caution n'est pas versée. Ça, c'est le premier aspect des exceptions de procédure. La caution fournie par les étrangers. Maintenant, vous avez également une autre exception. L'exception d'incompétence. Une partie, certes, peut avoir le droit de saisir la justice. Mais les juges ont également des compétences. Chaque juridiction a une matière, a un domaine de compétence. Elle a non seulement une compétence d'attribution, mais également une compétence territoriale. Chaque juridiction est limitée dans l'espace. Mais si vous saisissez une juridiction qui n'est pas compétente sur un espace déterminé, donc ce juge ou cette juridiction sera incompétente. Donc vous voyez que votre adversaire dans ce procès, avant même tout examen au fond, peut soulever une exception d'incompétence de la juridiction que vous avez saisie. Je vous donne un exemple. Si en matière administrative, vous saisissez un juge civil, le juge civil n'est pas compétent, c'est le juge administratif qui est compétent qu'il faut saisir. Donc vous voyez qu'il y a une certaine incompétence de la juridiction que vous avez saisie. Alors, donc, l'adversaire peut soulever cette exception d'incompétence. Vous avez également l'exception de litispendance et de connexité. Au terme de l'article 123 du Code de procédure civile,
S'il a été formé précédemment devant une autre juridiction ou devant un autre tribunal, une demande ayant le même objet ou la même contestation, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre tribunal, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. Il y a litispendance dans le premier cas et connexité dans le second. Donc vous voyez, il peut y avoir ce genre de cas, des cas de litispendance et de connexité, où dans un procès, vous allez voir une même affaire ayant la même cause qui a été portée déjà devant une juridiction. Pendant qu'une juridiction est en train de traiter l'affaire, eh bien, on porte l'affaire devant une autre juridiction. Donc, ce sont autant de causes qui peuvent arriver. Donc, l'adversaire peut soulever cette exception devant le juge. Et le juge sera appelé ici à faire droit. C'est-à-dire, vous voyez ici, avant même le traitement au fond, le juge constate soit la litispendance, soit la connexité, parce que les affaires peuvent être les mêmes, elles peuvent avoir les mêmes objets, les mêmes matières, et elles sont pendantes devant le même juge. Donc là, le juge peut rejeter cette dissolution. Et la loi dit, le juge doit se dessaisir au profit de l'autre juridiction saisie premièrement. Ça, c'est également une exception de procédure. Vous avez également l'exception dilatoire. L'exception dilatoire ici, au terme de l'article 129, c'est celle par laquelle le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi. Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ces autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai. Vous êtes dans un procès et que vous estimez que vous devez appeler une autre partie dans le procès. Vous pouvez demander au juge de vous appeler et de vous accorder un délai afin de faire intervenir une tierce personne, aussi peut-être un appelé en garantie. Généralement, je prends un exemple. Vous avez contracté une dette qui est garantie par une autre partie. Et vous, vous êtes poursuivi pour le remboursement de cette dette. Étant donné que vous avez une garantie qui est là, soit une banque ou bien une tierce personne qui a assuré votre garantie et vous êtes poursuivi, vous pouvez demander au juge un délai afin de faire venir votre garantie pour qu'elle puisse prendre fait et cause pour vous ou bien vous soutenir dans ce procès. Vous voyez, c'est un délai ici ou bien c'est une exception dilatoire qui est ouverte à chaque citoyen. Donc, vous avez également l'exception de nullité. Au terme de l'article 131, la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être soulevée d'office par le juge. Elle peut être invoquée au fur et à mesure de l'accomplissement des actes. Par contre, elle est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou soulever une fin de non-recevoir. L'exception de nullité également, c'est une exception qui est reconnue à un justiciable dans un procès. Chaque citoyen peut soulever la nullité d'un acte. Vous voyez déjà, si l'acte en question ou bien un acte est nul dans une procédure, eh bien, vous pouvez attaquer cet acte-là en demandant au juge de constater cette exception, en demandant au juge que vous, avant même le fond, l'examen au fond de l'affaire, vous voulez qu'on constate la nullité de cette affaire et par conséquent qu'on n'aille même pas au fond de l'affaire. Et bien souvent, les gens soulèvent ces exceptions pour ne même pas permettre que le dossier soit traité. Et pour bloquer, comme on l'a vu tout à l'heure, soit éteindre l'action, soit bloquer l'action ou empêcher le traitement. Donc, ce sont autant de moyens de défense que la loi a ouverts aux parties en litige. Maintenant, plus tard, nous verrons également d'autres moyens de défense que le Code de procédure a donné comme possibilité aux parties afin d'assurer efficacement leur défense en justice. Je vous remercie.